Bonjour Jean Carinti. Bonjour Michael. Jean, tu es le cofondateur du tiers-lieu L'Ermitage à Autrèche. Alors celles et ceux qui suivent le Grand Rebond te connaissent, mais il est toujours bon quand même de rappeler ce qu'est l'Ermitage. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch de l'Ermitage ? D'accord, avec plaisir. L'Ermitage, en fait, c'est un lieu qui se trouve à peu près 1h30 de Paris, qui est un ancien domaine de chasse, qui a été d'abord transformé, faute d'usage et faute d'intérêt de ses premiers propriétaires, en hôpital. Ensuite, il a été, à l'initiative de ses malades, transformé en centre de formation d'une ONG internationale. Et puis en 2015, il a été fermé. Et nous, on l'a repris avec une équipe d'entrepreneurs sociaux pour imaginer un lieu démonstratif en milieu rural, en France, qui porte des enjeux de transition et qui soit ancré dans son territoire et qui soit petit à petit approprié par ses usagers. C'est important pour nous parce que c'est un foncier qui fait 30 hectares quand même. Et il n'est pas commun dans le territoire des Hauts-de-France, dans le sud des Hauts-de-France, en Picardie, entre Compiègne et Soissons, que des fonciers de cette envergure à la campagne soient gérés en commun par leurs usagers. C'est assez innovant. Donc on est un lieu d'innovation, de recherche et de transition écologique. Merci. Alors, on va tout de suite parler de l'actualité de l'Ermitage. L'année 2024, quel est un petit peu le pré-bilan, parce qu'on est seulement en septembre, et comment tu vois la rentrée, quels sont les sujets phares ? Alors 2024 pour nous, ça a été une année de transition parce que nous avons levé des fonds. Dans le cadre d'une levée de fonds globale avec une plateforme de financement des enjeux de transition qui s'appelle l'ITA. Donc oui. On a pu boucler cette levée et commencer à recruter. Donc on a une équipe dans une société qui s'occupe d'accueillir des gens en séminaire sur des enjeux de transition qui est montée en puissance. Donc les recrutements dans l'hôtellerie-restauration en milieu rural, c'est pas forcément évident. Donc il nous est apparu concrètement de relever ce challenge. Oui. Et puis ensuite, on a aussi un challenge important dans le cadre de l'association d'intérêt général qui s'appelle Ermitage Expérimentation, qui elle porte un projet de labellisation d'espace de vie sociale avec la branche famille de la CAF. Donc tu vois, sur un site comme l'Ermitage, on peut adresser des choses très complémentaires et très différentes et vivre une année assez intense. Et puis dernier point, c'est aussi la transformation d'une société civile immobilière en société coopérative d'intérêt collectif 2024 pour nous. Et cette SIC, en fait, elle va avoir un enjeu majeur d'ancrage dans son territoire et en même temps d'adresser des sujets, puisque cette année, on a décidé d'enfin lancer le projet qu'on porte en partenariat avec Acted qui s'appelle le Campus 3.0. Oui. Et donc qui va avoir vocation à lier en fait toutes les questions qui se posent à l'Ermitage et qui sont chacune aujourd'hui dans leur bulle de contexte, qui même si elles interagissent, qui ont leur agenda. Le 3.0 en fait il nous permet de faire le lien et de nous lier au reste du monde. Ouais, tu nous rappelles le 3.0 ? Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. L'Alliance mondiale qui a été fondée par Acted et des ONG internationales en 2015. Donc là 2025. Le campus 3.0, c'est un des grands chantiers portés par l'Ermitage. Oui. Avec quelle ambition si on se projette au-delà même de 2025 ? Déjà, en fait, quand on commence à questionner et convoquer l'imaginaire d'un campus, on voit des laboratoires, des bâtiments pour accueillir des étudiants. On voit plutôt ça dans des environnements urbains, dans des environnements où il y a beaucoup de capitaux, où la recherche et développement et où l'enseignement supérieur sont finalement assez naturel. Il n'y a pas de ville moyenne aujourd'hui qui naît son campus. Oui. Ça peut aussi être quelque chose qui est familier des entreprises quand elles veulent former leurs collaborateurs, des centres de formation. Mais nous, en fait, on pense campus 3.0 en décloisonnant tout ça et en étant surtout dans un enjeu d'attractivité. Il n'y a rien de plus contre-intuitif que de faire un campus à Autrèche, 750 habitants au fin fond des lisières de l'Oise en Picardie. Et paradoxalement, pour moi, il n'y a rien de plus nécessaire. Et donc le campus, il va se déployer progressivement dans sa capacité à adresser des besoins autant au premier kilomètre dans un territoire rural, avec de la formation, avec des partenariats qui peuvent aller de l'AFPA aux apprentis d'Auteuil, en passant par, je sais pas, Proméo par exemple. On va essayer de signer des partenariats dans le cadre des plans régionaux de formation. On va être un campus de proximité pour les gens qui sont en train de se former au métier de demain et qui veulent vivre et travailler dans ces territoires. Il y a besoin de main-d'œuvre, il y a besoin de former avec des nouveaux métiers, puis aussi accueillir des chercheurs. Oui. Accueillir des doctorants, accueillir des travaux de recherche, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des sociologues, ça peut être des biologistes
qui c'est. Oui. Et l'idée, c'est que ces gens puissent sur place trouver matière à synergie et qu'on vive un tiers-lieu tel qu'on l'a toujours rêvé à l'Ermitage. C'est ça le campus. On fait premier campus tiers-lieu en France. Ouais, on peut considérer, tu dis premier, que c'est un laboratoire, une expérimentation qui a vocation ensuite à essaimer et à pouvoir aider les tiers-lieux qui voudraient s'en inspirer et piocher des formules à pouvoir les reproduire un petit peu partout. Oui, d'autant plus qu'en fait, on est très open source dans notre approche et que là, nous, on a un partenaire déjà dans le cadre des écosystèmes de tiers-lieux avec qui on s'entend bien, qui s'appelle le hameau de Morilleux dans le sud de la France, qui est à côté de Toulon. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le massif de la Sainte-Baume. Donc, d'un côté, la Picardie, de l'autre côté, le parc naturel régional Sainte-Baume. Après, on a un partenaire aussi important qui est à côté de Crépy-en-Valois, qui s'appelle le village d'Auger-Saint-Vincent avec Fabrice Dallongeville. L'idée, c'est que les campus 3.0, ils peuvent prendre place partout où les gens ont l'ambition et l'intuition qu'on doit concilier lutte contre l'exclusion, lutte contre la pauvreté et changement climatique. Parce que nous, ce qui nous fait peur, c'est qu'on s'embarque dans une financiarisation de la transition écologique où en fait on fait plus que de l'infrastructure. On pense plus qu'infrastructure, on se dit oulala, le monde va être sauvé si on fait des infrastructures zéro carbone. Si on ne garde pas en tête que les ODD, c'est la lutte contre la pauvreté, les objectifs du développement durable, c'est la lutte contre l'exclusion et que chacun doit pouvoir avoir un destin selon son potentiel, selon ses capacités. On passe à côté de 3/4 de l'humanité, donc c'est quand même un vrai problème. Et nous, en France, on n'est pas à l'abri de ces enjeux. Dans nos territoires, les gens ne sont pas au maximum de leur potentiel s'ils ne sont pas dans les grands centres prospères. Donc voilà, ce qui nous motive, c'est d'aller là où les capitaux ne vont pas pour le moment. D'accord. Alors au sein du Grand Rebond, tu représentes le collège des tiers-lieux et tu es en interaction avec beaucoup de tiers-lieux tout au long de l'année. Si tu nous partageais un petit peu ton ressenti de la tendance du secteur, en tout cas du monde des tiers-lieux à date, quel serait-il? Comment tu prends la température aujourd'hui? C'est une question qui est assez politique. Aujourd'hui, si tu veux, les tiers-lieux sont à la croix des chemins. Ils doivent trouver une autonomie. Ils doivent trouver collectivement des espaces de représentation qui leur appartiennent. Et donc tu sais que je fais aussi un lien au fait que pour moi, une société civile, les tiers-lieux font partie de la société civile organisée, doit s'auto-administrer. Et je crois beaucoup au fait que les tiers-lieux, en 2024-2025, puissent trouver un cadre de représentation qui soit vraiment en autonomie complète, que ce soit de l'État ou des collectivités. Il y a un rôle à jouer des pouvoirs publics dans l'accompagnement de ces acteurs, mais il faut maintenant que ce rôle soit laissant le plus d'autonomie aux acteurs. Et très franchement, je crois beaucoup à l'opération 1 milliard pour une transition juste, dont on est partenaire, nous, dans l'Ermitage et avec d'autres tiers-lieux. Moi, je crois qu'il faut que les tiers-lieux bénéficient de moyens qu'ils ont levés par eux-mêmes, aussi collectivement, et qu'en conséquence, on puisse considérer l'autonomie comme un des grands axes des tiers-lieux. C'est pas évident pour le moment. Les tiers-lieux souffrent d'un sous-financement et l'État seul ne peut pas faire face. Les collectivités, avec toutes les contraintes qui sont les leurs aujourd'hui en termes de contraintes budgétaires, ne peuvent pas faire la différence. Donc il faut s'organiser. En fait. Donc je crois que 2024, 2025, 2026, ce sera des années importantes pour s'organiser. Et je terminerai sur la place que peut prendre l'engagement citoyen dans les tiers-lieux. Il faut que les tiers-lieux puissent être des acteurs citoyens, des acteurs politiques, et pas forcément en étant pour un parti ou pour un autre, mais plutôt en étant des gens doués de maturité, doués de légitimité, qui au premier kilomètre peuvent porter des enjeux collectifs. Je refais un clin d'œil aux gens qui ont porté pendant les Gilets jaunes les doléances. Pour moi, les doléances, les tiers-lieux, c'est des trucs qui peuvent être assez compatibles, mais gardons-nous de la politisation des tiers-lieux au sens partisan du terme. Gardons-nous de la dépendance des tiers-lieux à trop de financement exclusif. Au dernier festival Faire Autrement, tu étais justement à l'initiative de la projection du documentaire Les Doléances. Le documentaire ressort actuellement pour celles et ceux qui aimeraient explorer cette question de que sont devenues les fameuses doléances. Tu peux nous en dire un petit mot? En fait, il faut aller regarder la plateforme qui a été fondée par les gens qui sont à l'initiative de cette démarche d'aller chercher les doléances, notamment un maire, le fameux maire d'Auger-Saint-Vincent, Fabrice Dallongeville, dont j'ai parlé. Le film doit être en replay sur France TV, mais on peut le voir et surtout, on peut demander à le voir projeté près de chez soi. Moi, je crois qu'il faut demander à ce que ce documentaire soit projeté à côté de chez soi. L'équipe des doléances est prête à venir dans les villages, dans les quartiers pour projeter ce film. Pour moi, c'est un truc qu'il faut voir en fait. C'est important d'aller à la racine de ce dont les gens considèrent comme étant leurs besoins
Et franchement, il n'y a pas plus légitime que les de Lens. Moi, j'en ai vu à travers ce documentaire un certain nombre. J'ai vu comment les gens réagissaient quand on leur demandait ce dont ils avaient besoin. Et je terminerai par une petite pirouette encore sur le politique. Pour moi, quand vous demandez aux gens ce dont ils ont besoin, finalement, il n'y a pas trop de sujets sur l'immigration, il n'y a pas trop de sujets sur la sécurité. Les gens, ils ont pas ces priorités-là. Leur priorité, c'est d'avoir une boulangerie pas très loin de chez eux, d'avoir de quoi se déplacer pas très loin de chez eux et pas être isolés sous prétexte qu'ils ne sont pas dans les beaux quartiers. Oui. Alors, tu as aussi mentionné l'opération Milliard. Tout le monde ne connaît pas, même si en tout cas dans le monde de l'ESS, c'est une opération qui a pris de l'ampleur. Tu peux là aussi nous en partager quelques éléments? Alors c'est un autre garçon assez ambitieux qui est à l'initiative avec d'autres gens, des filles aussi pas mal mobilisées, qui s'appelle Bastien Sibyl, il y a aussi Fanny Bénard, il y a plein de personnes, ils sont une vingtaine ou une trentaine. Nous on s'est associés à l'initiative et en fait l'idée c'est il faut raisonner en milliards pour être pris au sérieux dans ce bas monde. Donc on va lever 1 milliard d'euros. On va lever 1 milliard d'euros et on va le lever pas juste pour dire on le lève, on va le lever pour permettre aux gens d'en bénéficier au premier kilomètre, encore une fois un peu partout en France. Là où en fait, pour avoir des euros, il faut faire des appels à projets et il faut avoir fait Bac+12. Aujourd'hui, les financements publics, c'est pour ça que j'évoquais le problème de la perte d'autonomie aussi des tiers-lieux. Les financements publics, c'est toujours des appels à projets, c'est toujours de la mise en concurrence, c'est toujours des dossiers complexes que les gens n'ont plus les moyens de remplir aujourd'hui. Et donc en fait, le milliard, c'est pour casser cette logique un peu de mise en compétition des acteurs, même si ceux qui font ces appels à projets s'en défendent et peut-être à raison. Le résultat, c'est que quand on répond à un appel à projet, dans le même territoire à 15 km, on peut être 5 à être en concurrence. Le milliard veut casser ça et notamment que les gens ensemble puissent porter leurs besoins collectivement. Je pense que c'est une bonne idée. Très bien, merci beaucoup Jean. Et puis bonne chance pour le campus 3.0. Merci Michael de nous suivre aussi bien que vous le faites avec le Grand Rebond. Avec plaisir. Bonjour Jean Carinti. Bonjour Michael. Nous sommes au Forum mondial 3.0 de convergence. Quelle est la raison principale de ta présence? Moi, ma présence, c'est que nous, avec l'équipe de l'Ermitage, on est membre de Convergence. Moi, j'ai été assez engagé à Convergence depuis 15 ans. Moi, je suis membre d'Acted depuis un certain temps. Et pourquoi on est là? Parce que c'est un des grands forums de l'ESS en France, de notre point de vue. C'est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu où on rencontre pas mal de monde avec qui on a pas mal de deals à passer, de synergies. Donc, on est bien là. On parle beaucoup cette année sur le forum de redonner une voix aux citoyens, à la société civile. En quoi pour toi c'est essentiel? Moi je viens de l'administration territoriale et de la société civile. Pour moi, si le pouvoir n'est pas porté par le peuple, il y a un sujet. Or aujourd'hui, avec le 3.0, il y a un enjeu très fort de questionner la gouvernance des initiatives de transition et donc ça va pour moi dans le bon sens. Et avec l'Ermitage, tu es bien placé pour répondre à cette question des territoires. Alors, quand il s'agit de redonner du pouvoir d'agir dans pour les acteurs du territoire, quelles seraient une ou deux clés de succès que tu aimerais mentionner, mettre en avant? Moi, je ne vais pas te surprendre. Je vais parler de la sphère géographique à partir de laquelle on commence à vraiment être en proximité. Pour moi, c'est le canton. C'est le canton de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, c'est le canton de Marcel Pagnol. C'est le canton, c'est un imaginaire très fort en France, le canton, et c'est pas qu'un imaginaire. C'est aussi une réalité territoriale. Les gens sont attachés au canton, et puis il y a les pays, qui était une réforme de l'administration territoriale qui n'était pas trop mal faite. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faille être à 15 km du besoin, pas plus. Et que même à 15 km, il ne faut pas être un technocrate. Il faut être vraiment dans des instances participatives. À partir de là, on peut faire société et on peut mieux encaisser les changements qui sont souvent des chocs qu'on va prendre en frontal là, dans les années à venir. Donc pour moi, la question de la gouvernance, c'est la question de la proximité. Je dis premier kilomètre, mais c'est les quelques kilomètres autour. Et nous, on a une association qui apporte aux habitants bénévolement des services de distribution de légumes. On appelle ça un AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne. On a plein de producteurs. En fait, le mardi soir, quand on fait les distributions, pas que des légumes, il y a aussi de la viande, il y a des fruits. Par exemple, à la saison des oranges, on a des oranges qui viennent de Sicile. C'est encore en Europe. Pour nous, c'est encore des produits de qualité bio et pas trop loin.
C'est en proximité que tout se joue. En fait, on a un lien en fait les uns avec les autres et se retrouver une fois par semaine pour prendre des nouvelles, pour demander, pour faire attention à celui qui a un truc qui s'est déclaré où il doit aller à l'hôpital tous les jours et il n'a pas de mobilité. Enfin, c'est un peu un lieu de proximité, quoi. Il faut des lieux de proximité. Vraiment, c'est important et c'est pour ça que je pense à ça comme référentiel de très gouvernance. clair. Merci beaucoup, Jean. Bon Merci forum. Merci, Mickaël.